feu parti des environs d'Istres et qui a parcouru plus de 500 hectares sur les communes de Saint-Mitre, les Remparts, de Martigues ou encore de Port-de-Bouc. Un incendie d'origine humaine, selon les pompiers. Retrouvons Renaud Candelier qui est à leur côté dans les Bouches-du-Rhône. Un point pour commencer, Renaud, sur la situation ce soir. Eh bien, il y a eu quelques reprises de feu cet après-midi au cœur de la zone incendiée. Elles ont été rapidement éteintes, notamment à l'aide d'un hélicoptère, car le risque est toujours là. Le Mistral. Tournez à droite vers des 107, puis prendre à gauche sur des 107. De l'étang de Berre. Les pompiers, vous l'avez dit, continuent de noyer les abords de cette immense le 25 qui a été calciné. août 2020. Ils ont aussi travaillé cet après-midi avec les enquêteurs de la police scientifique sur le point de départ de feu, un point situé à quelques Prendre à mètres gauche sur des 107. au sud de la commune d'Istres. L'objectif est de relever toutes les traces ou objets qui permettraient de comprendre comment l'incendie s'est déclaré. Les pompiers des Bouches-du-Rhône disposent pour cela d'un chien spécialisé dans la reconnaissance des produits combustibles. Deux hypothèses sont Continuez étudiées ce sur soir. des 107 pendant 800 mètres. Toute inconscience en direction de cette forêt de pins ou un départ de feu criminel. Et ces dernières heures, Renaud, vous les avez passées dans Nous les étions découverte chez Sofedis, par cet incendie, à côté de Nogent-le-Rotrou, à Le Teil inquiets parce que leur maison a été endommagée, parfois sévèrement. Inquiets aussi parce que cet incendie intervient après deux autres dans le même secteur depuis le début du mois. On écoute Dans 500 notre mètres, au reportage. rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur des 107 en direction de la Ferté-B, Nogent-le-Rotrou. Les flammes sont venues lécher les maisons. Regardez ici, là, la toiture, elle a fondu. Et là, il y avait aussi des pots de fleurs, ça a tout fondu. Là, ici, ça a tout fondu, là, vous voyez dans le trou. Vous avez une piscine couverte, c'est ça? Enfin, elle était, on n'utilisait plus, mais elle était couverte quand même. Regardez les arbres là-bas. Ils ont tout brûlé aussi hier soir, jusqu'à 11h du soir, les pompiers sont restés là. Ils étaient là depuis 4 heures, je crois. Tout a fondu. Sa voisine Carmen a le jardin dans le même état. Hier, elle a réussi à se sauver. Au rond-point, prendre des 107. Quand la police l'a empêché de quitter. Dans 500 mètres, tournez à gauche, panneau vers des 923, Dreux. Nous sommes de refaire demi-tour. Ici, nous vont sans issue. Donc, on n'a pas pu sortir. Heureusement qu'il y avait un conseil juste en face, qu'il y avait une piscine. Donc, on a tous plongé dans la piscine. On est rentrés tout habillés dans la piscine. Et les flammes, elles nous entouraient tout autour. Après cette soirée, face à la multiplication des incendies dans le secteur, Carmen et son mari ont pris une décision. On va couper ces résineux, mais on va planter d'autres arbres. Des arbres fruitiers, des arbres de famille de fraîcheur. Je déteste couper les arbres, monsieur. Je déteste couper les
distanciation nationale. Depuis le passage à 4 jours et demi, ce qu'on a mis en place... Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur voie de la Liberté et 323. Libéré 8 mercredis pendant l'hiver pour permettre aux familles de pouvoir se réunir. Cette école est donc l'une des premières en France à tester le nouveau protocole. Les enfants doivent toujours se laver les mains très régulièrement, mais certaines restrictions ont été assouplies. La directrice, Marianne Bouard, nous présente par exemple une salle de classe. Où il y a 28 élèves, donc, avec la maîtresse qui a placé les élèves de manière tout à fait normale. Alors qu'au mois de mai, en fait, du coup, on n'aurait pas pu accepter tous ces élèves puisqu'il n'y avait pas assez de place du fait de la distanciation des 1 mètre. Ça a l'air moins contraignant au niveau de la distanciation. Oui, au niveau de la distanciation, c'est bien moins contraignant qu'au mois de mai. Cet enfant, on avait dit qu'on se mettait combien par banc? Pour cette rentrée, Caroline Legret de la Pierre, maîtresse des grandes sections qui porte le masque en permanence, fait un rappel des règles aux élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah là, ils sont 4. Alors, qui peut dire il manque combien d'enfants sur ce banc? Oui, c'est plus cool, mais je pense que les enfants ont maintenant pris l'habitude de vivre avec ce coronavirus. Le lavage des mains, c'est devenu systématique. La distanciation, ils comprennent ce que ça veut dire. Et du coup, ce matin, ça a roulé. En effet, les enfants ont pris conscience de l'enjeu, même si parfois... On grille un peu les règles et puis ça nous fait voir. Bon ben merci, bonne rentrée, hein. C'est fini les vacances. Reportage à Combloux, en Haute-Savoie, signé Valentin Dunat. France Info à Mulhouse, 105.5. Et partout dans le monde sur franceinfo.fr. France Info, 17h, 20h. Nicolas Teilhard. La rentrée, la reprise, on va voir comment elle se prépare à Marseille, les Bouches-du-Rhône, où le virus circule davantage qu'ailleurs en France, qui pourrait pousser les autorités à prendre de nouvelles mesures de restriction. On en parle après le fil info à 19h40 avec Emmanuel Langlois. Et ce conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée, à une semaine de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron affirme que des règles claires sont instaurées partout en France pour faire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 et permettre, dit le chef de l'État, à chacun de reprendre confiance. Malgré les appels pressants des oppositions, l'exécutif confirme ce soir la décision de ne pas fournir de masques gratuits aux élèves. Confirmation au cours de ce conseil de défense. Le gouvernement qui fait valoir que chaque établissement a déjà des stocks pour les 1 200 000 enseignants et personnels dans les établissements scolaires. Aux États-Unis, la tempête Laura est devenue un ouragan dans le golfe du Mexique avec des vents à 120 km/h. La dépression devrait encore se renforcer. Elle menace désormais plusieurs côtes américaines, notamment la Louisiane et le Texas. Les autorités qui mettent en garde contre des crues soudaines et des inondations dans ces deux États. Le procès en appel de Ratko Mladic, il s'est ouvert devant la justice internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Les avocats de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie estiment que leurs clients Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur avenue de Verdun, voie de la Liberté. avait été condamné en première instance à la prison à vie, notamment pour son rôle dans le génocide de Srebrenica. Il devait initialement sortir en salle avant d'être finalement remisé sur la plateforme Disney+, pour cause de crise sanitaire. Le film Mulan ne sera finalement pas disponible en France comme prévu la semaine prochaine, 4 septembre. Sa mise en ligne dans l'Hexagone a été repoussée à une date non encore fixée. France Info. Et tout est plus clair. La crise sanitaire au menu d'un conseil de défense ce matin à l'Élysée, à quelques jours de la rentrée scolaire et alors que le virus continue de circuler en France, des cas de contamination qui conduisent le préfet de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, à envisager de nouvelles mesures de restriction pour freiner sa propagation. Sommes à la Ferté-Bernard. Bouches-du-Rhône et notamment à Marseille. Marseille où Mathilde Vinceneux est avec nous. Donnez-nous les principaux motifs d'inquiétude dans la deuxième ville de France, Mathilde. Mais il faut bien comprendre que c'est bien à Marseille que le virus circule le plus en France. Il faut regarder pour ça les indicateurs de reprise de l'épidémie, le taux d'incidence du virus déjà, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants sur une semaine. À Marseille, il est 3 fois supérieur au seuil d'alerte. On compte 145 cas positifs pour 100 000 habitants, 110 sur 100 000 sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, alors qu'ailleurs en France, la moyenne est de 33
23 sur 100 000. Il faut dire que le nombre de dépistages a fortement Dans 300 augmenté mètres, dans la au région. rond-point, On teste prendre plus la dans deuxième le sortie plus. sur avenue Mais ça Pierre ne Brûle suffit des pas pour expliquer 273. l'augmentation des cas. Non, un autre chiffre le prouve. Le taux de positivité des tests, il augmente aussi. 7,3% des tests effectués sont positifs à Marseille. C'est le double de la moyenne nationale. Dans les hôpitaux, en revanche, pas de situation critique pour l'instant. On compte 54 hospitalisations pour cause de Covid dans les hôpitaux publics de la ville, dont 7 en réanimation. Ça progresse tout de même. C'est 2 fois plus de patients en 10 jours. Ouais, voilà pour les chiffres. Le préfet de région, je le disais, envisage de nouvelles mesures du côté de la Dans 300 municipalité. mètres, au Deux rond-point, priorités, continuez tout droit Mathilde, pour rester sur la avenue prévention Pierre Brûle et des les tests. 273. Oui, la ville vient de lancer une opération de dépistage gratuite dans les quartiers de Marseille. La première a eu lieu ce matin dans le 3e arrondissement sur une place de marché. Les marins-pompiers ont monté une tente et une longue file d'attente s'est rapidement formée. Les tests sont ensuite envoyés à l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. Les résultats sont connus sous 24 heures. Toute la semaine, le même dispositif va se répéter dans différents secteurs de la ville pour que les Marseillais puissent se faire tester simplement, rapidement, au plus près de chez eux. La ville veut aussi distribuer des masques gratuits là encore, d'abord aux populations les plus précaires. Dans 300 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur avenue Pierre Brûle des 273. À la ville est avec nous. Bonsoir Benoît Payan. Bonsoir. Votre maire Michel Rubirola estime qu'on ne peut pas empêcher les gens de se rassembler. Est-ce que vous redoutez à la mairie des mesures contraignantes imposées par la préfecture? Non, pas du tout, bien au contraire. Il s'agit aujourd'hui pour le préfet, et il le fait d'ailleurs en concertation avec la mairie, de prendre toutes les mesures adéquates et nécessaires. Vous l'avez dit, à Marseille, d'ailleurs, on a vécu un épisode touristique extraordinaire cet été. Les Français ne sont pas partis à l'étranger, ils sont particulièrement venus à Marseille. Et puis l'été, c'est un moment où on fait la fête, c'est un moment où on est à l'extérieur, c'est un moment où on est moins attentif aux gestes barrières, à la distanciation sociale, c'est un moment où on prend moins garde et on fait moins attention. Et donc, nous sommes à la Ferté-Bernard. Continuez tout droit pour rester sur avenue Pierre Brûle des 273. L'incidence, ça a été parfaitement dit dans votre reportage, plus élevé qu'ailleurs, mais aussi un taux de positivité plus élevé qu'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout de suite, on a commencé d'ailleurs ce matin, on lance une grande campagne de tests. On va le faire dans chaque arrondissement de la ville, on va le faire tous les jours, en partenariat avec le bataillon des marins-pompiers et avec l'IHU. On va aussi assez rapidement, si nécessaire, distribuer des masques le plus Dans largement 400 possible. mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur D1. Évidemment, le préfet, pour qu'il puisse, lui, prendre toutes les mesures adéquates. En le faisant non pas avec des coups de menton, comme ça avait été fait par le passé, en faisant des obligations ou des interdictions qui n'ont pas compris, mais en faisant de la pédagogie, en expliquant comment on porte le masque, à quel moment et quand on doit porter le masque. Très concrètement, Benoît Payan, sur quel genre de mesures vous discutez? Par exemple, sur la fermeture des bars, on est en train d'avoir des discussions, mais pour nous, il ne s'agit pas non plus de contraindre les bars, d'arrêter l'activité. Vous savez, ils ont été violemment impactés pendant le confinement. Rond-point, prendre des 1. Aujourd'hui, bien au contraire, de dire qu'il faut fixer un horaire de fermeture qui soit tout à fait convenable, mais encore une fois, il faut faire de la prévention, de la discussion. On va faire de grandes campagnes de pédagogie, de sensibilisation. Parce que jusqu'ici, ça ne marche pas. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur D1. Ça ne marche pas, par exemple, c'est ce qu'a fait l'ancien préfet, puisqu'on a un nouveau préfet depuis hier, c'est de dire on va rendre le masque obligatoire dans les 8 premiers arrondissements de la ville, sans aucune concertation, sans aucune explication. Qu'est-ce qui se passait? Les gens portent quelquefois mal le masque. Alors les Marseillais sont assez disciplinés, les touristes souvent un peu moins. Il faut expliquer comment on porte le masque. Il faut expliquer, par exemple, qu'un masque jetable, ça se jette correctement, ça se jette pas sur la Au voie publique. rond-point, prendre Un D1. masque réutilisable, ça se lave. Continuez sur D1 pendant 800 mètres. Qu'il faut mettre en place. Et puis ensuite prendre des mesures peut-être un peu plus drastiques si la situation existe. Il n'y a pas de sujet, il n'y a aucun souci, au contraire. Et quand on est premier adjoint à Marseille, on arrive à reconnaître le Marseillais du touriste à sa façon de porter le masque. On va dire que c'est de bonne guerre. Vous parliez des bars, Benoît Payan. Très clairement, c'est le lieu sensible où il est le plus difficile de faire respecter ces gestes, ces mesures. Déjà dans l'espace public, ça n'est pas simple. Justement, on demande et on a demandé à l'État une présence de renforts policiers. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur les carrières, D1.
gauche. Donc justement, on essaie de s'extraire de toutes ces polémiques pour essayer de trouver des mesures efficaces. Bien évidemment, on n'a pas le même comportement à 3h du matin qu'à 19h ou qu'à 20h. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Benoît Payon, on l'a bien noté avec vous, premier adjoint à la ville de Marseille. Merci d'avoir Continuez sur D1 pendant 3 km. De France Info qui traverse l'Atlantique maintenant pour rejoindre les États-Unis où dans quelques heures, une nouvelle soirée de la convention du Parti républicain aura lieu avec, non pas Donald Trump sur scène encore, mais son épouse, la première dame Melania Trump, qui devrait prendre la parole dans cette convention où certains sont sur place, beaucoup sont présents à distance, virtuellement. En tout cas, c'est un aperçu de la galaxie trumpiste avec certains personnages assez hauts en couleur qui défilent tout au long de la semaine à l'image de la belle-fille du président, Kimberly Guilfoyle, qui a prononcé hier soir un discours que l'on qualifiera, Grégory Phillips, de particulièrement vibrant. À 51 ans, Kimberly Guilfoyle est l'une des responsables du financement de la campagne Trump 2020. Née d'une mère portoricaine et d'un père irlandais, elle a derrière elle plusieurs vies. Elle fut l'épouse de l'actuel gouverneur démocrate de Californie, puis présentatrice sur Fox News, notamment de l'émission mythique The Five. Elle est aujourd'hui la petite amie du fils aîné du président, Donald Trump Jr. Et hier soir, Guilfoyle a prononcé un discours enflammé, dénonçant ces démocrates qui veulent faire des Américains les esclaves de l'idéologie gauchiste. Rarement on aura vu une oratrice aussi passionnée, hurlant la fin de son discours devant un auditorium vide. Épidémie oblige, des internautes se sont amusés à mixer le même discours avec de la musique de propagande nord-coréenne. Hier soir, on a pu découvrir aussi, ou redécouvrir, Mark et Patricia McCloskey, ce couple de Saint-Louis, Missouri, photographié en juin dernier, arme à la main, devant son domicile et menaçant des manifestants Black Lives Matter. D'autres personnages atypiques sont aussi programmés, comme cette ancienne salariée du planning familial américain, devenue en quelques mois l'égérie du mouvement anti-avortement. Grégory Phillips depuis Washington. Il est 19h50, c'est l'heure du fil info et c'est avec Emmanuel Long. Plus de 3000 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures en France, d'après les chiffres du ministère de la Santé communiqués ce soir. C'est 1349 de plus qu'hier. Au total, 4600 personnes restent hospitalisées dans l'Hexagone, ce qui marque un très léger recul. Le nombre de patients en réanimation a quant à lui légèrement augmenté avec 11 de plus aujourd'hui. Eux étaient jusqu'à présent plutôt épargnés par l'épidémie. Plusieurs territoires d'outre-mer connaissent une recrudescence de cas qui préoccupe les autorités, notamment à La Réunion et aux Antilles. En Suède, un kit de test du Covid-19 défectué a entraîné 3700 résultats faussement positifs, surtout chez des personnes avec des symptômes légers ou sans symptômes. L'erreur a été découverte par 2 laboratoires au cours de contrôle qualité. American Airlines, sévèrement touchée à son tour par la crise du Covid-19, la compagnie aérienne menace de licencier 19 000 salariés en octobre si elle ne reçoit pas d'ici là de nouvelles aides. Les compagnies aériennes américaines qui avaient reçu un total de 25 milliards de dollars en mars et promettant en échange de ne pas supprimer d'emplois avant fin septembre. Et puis la polio officiellement éradiquée du continent africain après l'OMS. L'annonce intervient après 4 années consécutives sans cas déclarés, d'efforts massifs de vaccination des enfants. Salue l'Organisation mondiale de la santé. France Info. Et tout est plus clair. Ils ont fait l'actu et Sébastien Baer qui revient ce soir sur une polémique qui a éclaté cette année à l'Assemblée au sujet du congé accordé en cas de décès d'un enfant. La députée La République En Marche, Sereine Mauborgne, en garde un souvenir cuisant. 30 janvier 2020, à l'Assemblée nationale, les députés rejettent l'allongement du congé pour les parents en cas de décès d'un enfant. La proposition portée par les centristes visait à faire passer ce dispositif de 5 à 12 jours. Mais la majorité, représentée par la députée Sereine Mauborgne, refuse d'étendre le congé. Aujourd'hui,
La proposition de loi qui nous est faite, ce n'est pas de la générosité, madame. Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Face à l'indignation que provoque le rejet du texte, Emmanuel Macron intervient et demande au gouvernement de faire preuve d'humanité. Finalement, un nouveau vote est organisé à la fin du mois de mai. Cette fois, les députés adoptent le texte et le congé pour deuil d'enfant est étendu à 15 jours. 7 mois après cette retentissante polémique, la députée Sereine Mauborgne conserve un souvenir amer de l'épisode. Je regrette sans doute de ne pas avoir été assez claire et pourtant j'ai quand même fait 5 prises de parole. Je regrette de m'être laissé emporter, je dirais, par ce côté théâtral qui existe dans l'hémicycle, où finalement des gens qui s'étaient opposés à